Ils vivaient dans une des plus grosses villes de France, en appartement, étaient stressés et surchargés par leur travail, alors ils ont décidé de tout quitter pour s'installer ici, au milieu de la nature, pour y développer leur autonomie. Panneaux solaires, récupération d'eau, cabanes auto-construites au milieu des arbres, poules et production alimentaire, ils ont créé comme un petit paradis bien à eux, alors qu'au début, tout le monde les prenait pour des fous. C'est l'histoire de Ludo et sa maman et je vais vous raconter leur mode de vie à travers cette vidéo. Moi c'est Michael, le jeune paysan, et je parcours les micro-fermes et lieux autonomes partout en France pour vous les partager sur internet. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est mon plus grand soutien. Et si vous avez envie de passer à l'action, que ce soit pour visiter et trouver à votre tour des lieux inspirants ou pour créer votre propre projet autonome, j'ai écrit 2 guides ultra complets qui rassemblent plusieurs années d'expérience et plus d'une centaine de lieux alternatifs visités et documentés. Dans mon guide numérique pour trouver et visiter des micro-fermes à travers la France, je vous explique ma méthodologie, les sites répertoriant les micro-fermes, la manière de procéder, des cartes exclusives et surtout un top 15 des meilleurs lieux que j'ai visités avec leur description et leurs moyens de contact. Et dans mon guide Construire son projet autonome en 90 jours, mon petit préféré, je vais pas vous mentir, je détaille le budget nécessaire à la création d'un projet autonome, la législation qui l'encadre ainsi que les étapes nécessaires à sa mise en place. Et je décortique le top 15 des meilleurs lieux que j'ai visités avec leur modèle économique, la législation qui encadre leur projet pour que vous puissiez comparer, apprendre, vous inspirer et surtout, je le répète, passer à l'action. Une fois sa lecture terminée, vous pourrez réellement commencer à construire votre propre projet d'autonomie en ayant toutes les cartes en main. Vous êtes déjà des centaines à m'avoir fait confiance, les retours sont ultra positifs et je vous en remercie. Mais sans plus tarder, plongeons maintenant dans le puits de Dôme chez ces 2 personnes qui ont choisi la liberté plutôt que le métro, boulot, dodo. Alors voilà, moi c'est Ludo, donc 32 ans. Je suis déjà un amoureux de la nature et puis j'ai voulu, mon objectif ça a été de vivre en autonomie totale. Assez compliqué, mais rien n'est impossible, donc j'ai fait pourquoi pas, allez, essayons. Voilà. Ouais, parce qu'à la base, tu viens de Montpellier, donc en fait de la ville. Donc t'es passé de Montpellier, qui est quand même une grosse agglo, Ouais, ça c'est sûr, ouais. à la forêt en fait, hein, à la diagonale du vide en plus, parce qu'on est vraiment au milieu de la France. Hein. Toi c'est pareil? Moi c'est pareil. Pareil, un ras-le-bol de la ville, Ouais, un ras-le-bol. Ah ouais, la foule, tout ça, un petit pétage de plomb. une volonté de se reconnecter aux choses vraies en fait. Ouais, Ouais, tout à fait. j'ai ouais, toujours c'est aimé ça. la nature, j'ai toujours incité mes enfants à aimer la nature. Et puis me voilà, simplement dans la nature. Alors l'objectif, c'est l'objectif ultime, ce serait de vivre vraiment réellement en autosuffisance, donc ne plus dépendre des commerces, que pour ce qu'on ne peut pas produire. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis le lieu, au début c'était un peu friche totale, c'était impressionnant. Et puis du coup, avec un peu d'huile de coude, on a fait ce chouette petit endroit qui est là maintenant tout de suite, qui n'est pas terminé, qui est toujours en cours, mais tout doucement ça se fait. Voilà. Génial. Et au niveau de la source, elle était déjà présente ou vous l'avez... Non, pas du tout. En fait, c'est ce qui m'a donné un indice. En fait, c'était la végétation. Donc, il y avait pas mal de joncs. Et du coup, j'ai fait écoute, je vais essayer. C'est vrai que ça peut porter un peu à confusion parce qu'on est quand même au sommet d'un caillou en fait, et on se dit mais au sommet c'est compliqué de trouver de l'eau, et finalement la végétation m'a dit que potentiellement il allait peut-être avoir de l'eau, puis à ce moment là j'avais loué la pelleteuse, j'ai mis 2-3 coups de godet, j'ai vu que ça commençait par de l'argile, j'ai fait ça sent bon. C'est toi qui as Ah oui, j'ai trouvé la source tout seul. Okay. Et du coup j'ai continué à mettre 2-3 coups de godet, et puis l'eau elle a surgi, puis j'ai fait nickel. Après ça a été peut-être un coup de chance, hein. Donc voilà, donc là c'est la source. Tu vas voir, elle est quand même bien descendue, parce que je vais pas te mentir que cet hiver l'eau elle repartait par là-bas, donc le niveau il est vraiment bien redescendu, et du coup voilà, donc en fait j'ai creusé ici, j'avais pas envie de mettre des buses en béton. Franchement, ça m'embêtait un peu. Et puis toute la logistique qu'il y a derrière, encore ramener une pelleteuse, tout ça, parce que c'est quand même imposant et lourd. Donc du coup, j'ai percé un tonneau, et du coup, c'est ce qui me sert de puits en fait. Hein. Simplement. En règle générale, j'ai tout le temps de l'eau, même sur des gros étés. Ça m'est arrivé une seule fois de l'avoir vraiment à sec. Mais bon, c'était l'été il y a 2 ans, il me semble. Et là, ça a été vraiment, un été vraiment coriace quand même. Et là, du coup, tu as la pompe. Alors là, j'ai la pompe parce qu'en fait, qui remonte l'eau. Parce qu'en fait, de temps en temps, j'ai un quad. J'ai un quad avec une cuve à eau, donc je la re-remplis. Donc je remplis la cuve, puis après, je la distribue dans mes cultures. Je donne à boire à mes animaux. Et aussi pour alimenter des fois la partie à ma mère. Donc du coup, pour pouvoir lui remonter de l'eau tout simplement, parce qu'elle est plus haute que la source, et la différence avec ma maison c'est que moi, vu que je suis plus bas, par gravité l'eau elle y va toute seule. Donc c'est une pompe thermique. Ouais, c'est une pompe thermique qui est un petit peu en bout de course.
je vais pas te mentir, mais qui fonctionne encore. Est-ce que l'idée à la fin c'est de faire un fourrage de pétrole pour produire le Peut-être pas quand même. suffisance à 100% quoi. Non, peut-être pas quand même. Ludo cultive également son potager, a des animaux, des arbres fruitiers et surtout, il a su gérer l'énergie pour ne plus dépendre du système. On va voir ça en détail, mais juste avant, j'avais envie de vous dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec MyHeritage qui me soutient dans mon tour de France des fermes. Depuis plusieurs années, je pars à la rencontre de personnes qui vivent autrement, des familles qui cultivent les mêmes terres depuis plusieurs générations, des fermes transmises de parents à enfants, des lieux où l'histoire est encore présente partout. Et à force de voir ça, je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que je sais vraiment de ma propre histoire familiale? C'est aussi pour ça que j'ai accepté de travailler avec MyHeritage sur cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, MyHeritage permet de construire son arbre généalogique et de découvrir ses origines grâce à plus de 39 milliards d'archives historiques provenant du monde entier. J'ai commencé en renseignant les informations que je connaissais déjà sur ma famille et honnêtement, j'attendais pas à découvrir autant de choses. Au fil des recherches, je suis tombé sur des membres de ma famille dont j'avais jamais entendu parler. J'ai notamment découvert Dimitru Zoicaș, né en 1870 et mort en 1935, un ancêtre roumain. Du côté de ma mère, j'ai découvert Jeanne, née en 1807 et morte en 1847, ainsi que Louis-Marie, un ancêtre né au 18e siècle. Vous vous rendez compte? C'est dingue et parfois je me demande la vie que ces gens ont pu avoir. Et en creusant davantage, j'ai retrouvé d'anciens actes de naissance, des documents familiaux datant de plusieurs générations et même des photos que j'avais jamais vues auparavant. Le plus marquant, c'était pas seulement de découvrir des noms ou des dates, mais de comprendre les parcours de vie qui se cachent derrière. Les difficultés qu'ils ont traversées, les choix qu'ils ont faits, les endroits où ils ont vécu. Tout ça a rendu leur histoire beaucoup plus réelle à mes yeux en fait. Quand j'en ai parlé à ma famille, de nombreux souvenirs et anecdotes sont remontés. Mon arrière-grand-père mort à la guerre, un autre fermier dans un autre pays, pas étonnant que je fasse ça aujourd'hui d'ailleurs, et une ancêtre chimiste, c'est juste dingue. J'ai réalisé qu'une partie de notre histoire pouvait facilement disparaître si personne ne prenait le temps de la transmettre. J'ai également pu restaurer et coloriser d'anciennes photos, voir des visages datant parfois de plusieurs générations reprendre vie. Alors si vous êtes curieux de découvrir vos origines ou de mieux comprendre l'histoire de votre famille, vous retrouverez le lien du site MyHeritage en description de cette vidéo. Vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et vous avez 14 jours d'essai gratuit avec mon lien. Merci sincèrement à eux de soutenir mon travail. Et maintenant, on retourne explorer le mode de vie de Ludo et de sa maman. Allez, c'est parti! Alors ici on arrive dans ta partie potager, panneaux solaires, même poulailler. Voilà, c'est le grand plateau sur lequel tu as un peu tout installé. Je te laisse me faire visiter. Donc là, ici, petit poulailler comme tu peux voir. Donc petit poulailler qui sera très prochainement agrandi le plus possible. Parce que malheureusement, j'aimerais bien laisser mes poulets en liberté. Ça c'est sûr. Mais le problème c'est que j'ai 2 chiens, ils aimeraient bien les croquer. Ouais. Donc ça c'est pas trop possible. Ouais, j'ai pas mal de buses qui sont là, ouais, pas mal de buses. Mais bon, mes poulets ils sont assez gros, techniquement la buse ne peut pas les emmener. Donc du coup voilà, donc là je fais principalement, j'essaye de faire du coup nu en termes d'espèces. Bon, il y a une petite noire qui est là avec un coq qui n'ont rien à faire avec des coups nus, mais bon. Mais du coup voilà, mon but ultime c'est de faire du coup nu. Donc là j'ai quelques poules. Le coup nu c'est quoi? C'est une race C'est qui est une race, intéressante ouais. au niveau gustatif par exemple? Parce que comme toi tu fais tes propres poulets en fait. Hein. Ouais, en fait c'est ça pond super bien. Ça pond super bien. Moi je trouve que ça pond bien et c'est une bonne race à viande quand même. Si par contre j'ai gardé justement la petite noire parce que les coups nus elles ne couvent pas, elles pondent et elles se sauvent. Et du coup c'est la petite noire qui vient, qui est une bonne couveuse et du coup elle je la garde parce que vraiment c'est elle qui me fait mes nouvelles générations derrière en fait. Oui parce que du coup tu fais en fait de la poule au poussin. Alors comment tu fais justement pour les faire se reproduire? Est-ce que tu laisses vraiment faire naturellement? Je laisse faire. Complètement. Oui, je laisse faire. Ouais, et ça se fait tout seul. Voilà. T'as pas de couveuse électrique, t'as pas. Non, j'ai rien de tout ça. C'est vraiment naturel. J'ai rien de tout ça. Puis honnêtement, c'est un peu énergivore en termes d'énergie. T'as de la perte sur les poussins du coup? Ah oui, bien sûr. Hein. Ça arrive que j'ai de la perte. Ça arrive que tout simplement, j'ai des œufs qui ne prennent pas, donc qui n'éclosent pas. Ou sinon, ça arrive que par exemple sur 5 œufs, il y en a 3 qui vont éclore. Et puis la poule va s'occuper des 3 qui sont là, ouais. Et les autres elle va les laisser, donc du coup ça casse, les œufs n'éclosent pas en fait. Et du coup aujourd'hui en termes d'œufs et de poulet, on peut dire que tu es autonome? Alors niveau poulet manger, c'est pas encore. Okay. C'est pas encore ça, je suis encore un peu dépendant des commerces, mais par contre au niveau des œufs par contre là là c'est le top, entre 4 et 6 par jour. Ah oui, donc largement assez. Donc oui, largement assez. Donc là du coup là c'est ma petite partie potager. Donc pareil, hein, c'est provisoire, j'avais fait ça provisoirement parce que je compte après agrandir. Donc là c'est vraiment
provisoire. Donc bah il y a poireaux, là-bas il y a des patates, chou de Bruxelles, il y a des tomates. Parce que là, on est fin avril, mais on était mi-avril il n'y a pas si longtemps que ça. On est dans le Puy-de-Dôme, t'es au milieu de la France, il fait moins 20 en hiver, t'as déjà planté des tomates. Ça, c'est ambitieux. C'est du risque, hein. C'est du risque. C'est du risque. Parce qu'encore Ah cette ouais, nuit, ouais. il a fait 4-5 degrés, Ouais, je crois, en ouais, fin ouais. de nuit. Donc Après- on n'est pas loin des gelées. Ouais, mais tant que ça gèle pas. Bah écoute, l'année dernière, j'ai eu une super. Je les ai plantés à peu près à la même période que maintenant, et franchement, ouais, j'ai eu une super production, hein, franchement. Comment tu travailles ton sol justement avant de planter? Comment est-ce que tu travailles ce potager? Quand je suis arrivé ici, le sol était relativement pauvre parce qu'il était couvert de fougères. Donc les fougères, c'est beaucoup sur un sol acide. Donc du coup, il était quand même assez pauvre. Et du coup, bah, y a des amis qui ont des ânes, des chevaux. Donc du coup, bah, j'ai amendé le sol avec du fumier. Et puis bah, voilà. Puis de temps en temps avec mes poulets, quand je fais un gros nettoyage du poulailler, tous les excréments, je les mets dans le potager. Voilà. Puis après, bah, je retourne ma terre. Je laisse l'hiver, tout l'hiver, je reposais parce que l'hiver, je cultive pas. Voilà, je laisse le sol se reposer tout l'hiver. Alors je paille ou sinon je bâche. Et puis ça permet de, sous la bâche, c'est un petit écosystème qui se crée. Et je le vois parce que suivant les années, et ben, mes récoltes, elles sont beaucoup plus importantes. Tu fais tes propres semis aussi? C'est encore un peu compliqué. Je suis pas encore, je suis un mec de la ville de base, donc. Mais bon, c'est sur de bonne voie. Donc là, bah là, c'est la petite installation solaire. D'ailleurs, en portant le groupe électrogène déclenché, parce que bon, bah le soleil est là, mais vu que je tire un peu d'électricité, bah la batterie, du coup, le groupe électrogène a pris le dessus sur la batterie. Et en fait, j'ai fait un système de façon à ce que mes batteries, quand elles sont un peu basses, pour éviter de trop fatiguer les batteries et de les abîmer surtout, et ben j'ai le groupe électrogène qui se maroute automatiquement. On peut aller voir derrière comment tu as fait justement, parce que c'est intéressant de voir un peu ton installation. Parce qu'en fait, j'ai fait ça comme ça. Donc là, bah, j'ai mon contrôleur de charge, mes panneaux, un réservoir secondaire pour le groupe électrogène, parce que bon, bah, tu dois t'en douter que mettre de l'essence dans un groupe qui est enterré, c'est compliqué. Et puis du fait que les batteries sont enterrées avec le groupe, ça garde toujours une bonne température, parce que les batteries, elles aiment pas trop les fluctuations de température. Donc du coup, j'ai fait ça comme ça. Donc une entrée d'air, tout bête, hein, une entrée d'air pour qu'ils prennent de l'air frais, avec un ventilateur. Échappement, il y a 2 sorties là-bas, échappement et le surplus de chaleur, groupe électrogène. Donc j'ai pas de problème de surchauffe, j'ai pas de soucis là. Juste l'été, si j'entrebaille la plaque là l'été pour aérer un petit peu plus, mais bon, en temps normal, j'ai pas de problème. Alors batterie, j'ai pas beaucoup de stockage. Je vais pas te mentir que batterie, je suis à 160 ampères, donc j'ai 2 batteries de 80. Mais tout ce que je peux dire, c'est si je tire 1000 watts, les batteries, elles plongent très très vite. Donc sinon, après en crête, avec les panneaux, là, je produis entre 2005 et 2009. Pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis de panne de courant. Bon. Depuis le début que je suis ici jusqu'à maintenant, jamais ça m'est arrivé d'avoir une panne d'électricité. Ouais. Au niveau du coût de l'installation, du coup, est-ce que les panneaux solaires c'est de la récup? Enfin, qu'est-ce que tu as pu récupérer et combien ça t'a coûté à peu près? Les panneaux solaires, c'est, on va dire, de la seconde main, on va dire. Hein. C'est de l'occasion. De l'occasion, mais bon, ils sont pas si vieux que ça en fait. C'est des gens, des fois, quand tu tombes sur des plans, tu sais, des fois, tu as des gros hangars avec plein de panneaux. Il suffit qu'il y ait des panneaux qui aient 2-3 galères et puis entre les panneaux, batterie, contrôleur de charge, donc plus le transfo 12220, donc l'essentiel pour il doit être aux alentours de 400-500 €. C'est ouf, hein? Parce que souvent une installation comme ça c'est plusieurs milliers d'euros. Ouais. Après, ce qui coûte le plus cher, hein, c'est les batteries. Les batteries, c'est extrêmement cher. Ouais. Surtout plus tu prends de la puissance maintenant avec les batteries lithium, c'est très 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 cher. Donc bah là, c'était une serre. À la base, ça devait être une Walipini. Une demi-pini, on va dire. Une demi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de pelleteuse à ce moment-là. Donc j'ai fait ça à la main. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je suis tombé, je m'y attendais un petit peu, mais bon, je pensais que c'était un petit peu plus loin que ça quand même. Je suis tombé sur de la roche en formation, et puis même au marteau-piqueur au bout d'un moment. Donc du coup, j'ai enterré sur... allez, 40 cm, ça suffit. Bon, faut pas être très grand. Donc t'as décaissé sur 40 cm à peu près, et ouais. t'as construit ensuite la serre autour en fait. Donc là, c'est ma petite serre. Donc il y a des salades, il y a des oignons rouges, il y a des fraises. Pourtant, cette année, je vais pas te mentir que là, en début des beaux jours, c'était des petits trucs comme ça. Et là, ça a poussé d'un coup, quoi. Ça m'a surpris. Là, j'ai les haricots. Un petit pied de vigne, parce qu'en fait, le pied de vigne, mon but, c'est de le faire grimper sur la structure. Ça sera super sympa. Là, j'ai un petit cerisier bigarreau que je dois mettre en terre. Mais bon, ça sera pas avant l'année prochaine, du coup, maintenant. Et puis, du coup, quelques herbes aromatiques, hein, du romarin, du thym. Le basilic, il tire un peu la tronche. C'est les limaces qui me l'ont un peu mangé. Et puis, du coup, il a fini par mourir. Et concrètement, tu sais à peu près à combien ça descend en hiver? En tout cas, est-ce que tu arrives à cultiver plus longtemps dans l'année grâce à cette serre? Alors, ouais. Par contre, ouais. Et le truc, en fait, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je t'ai expliqué hier, d'ailleurs.
d'ailleurs. Le surplus de chaleur, alors pas les gaz d'échappement, mais le surplus de chaleur du groupe électrogène, l'hiver, il y a un tuyau, on le voit pas parce qu'il passe sous terre. Je l'envoie, il ressort par ici, et en fait, je envoie le surplus de chaleur dans la serre l'hiver. Donc tu sais à peu près quelle température tu arrives à avoir? Où j'arrive à garder, s'il fait, je vais faire un petit exemple, s'il fait -5, -6 dehors, je dois être à entre 12 et 16 degrés ici à peu près. Ah oui, la différence est énorme. Ouais. Quand le groupe il est allumé, hein, bien sûr. Ok. Parce que dès que le groupe il est éteint, Ah, ça descend. ça descend. Ouais. Comment tu l'as construit, ces boîtes palettes? Alors oui, alors la structure, bon, bah, c'est du bois que j'ai récupéré, ça c'est du bois que j'ai récupéré sur mon terrain, puis après bah oui, ça a été de la récup de palettes et puis tout simplement poser une bâche dessus. Enterrer les bords pour essayer de faire la chose la plus hermétique possible, Bien sûr. pour essayer de garder le maximum de chaleur. Mais sinon oui, c'est tout bête, hein. C'est 3 fois rien quoi. Mais après mon objectif, ça serait quand même d'agrandir, ouais. Garder celle-là, mais d'agrandir en fait la superficie. Ok. Ça serait le but ultime. Là, il y a des macros, groseilles macros, là, il y a du cassis, là-bas, il y a du groseille, ma rhubarbe. Donc là, ici, c'est petits fruitiers. Pareil, c'est des essais, parce que je savais pas trop ce que ça allait donner sur une terre. Là, ils sont beaux, hein. Super. Les plantes sont très très belles. Franchement, c'est super. T'as déjà eu de la production? L'année dernière, j'ai fait quelques macros, ouais. L'année Ok. dernière. Et là, tiens, regarde, par exemple, regarde, tu vois, regarde, on voit déjà les... Ça commence à se former. Ouais. Ah ouais, mais là, par contre, faut pas que ça gèle. Hein. Là, c'est le Là, risque. c'est le risque, il faut pas que ça gèle. T'as fait un petit installation pour tes chats. Ouais, je me suis éclaté. Parce que moi, alors ici, tu verras, bah regarde, il y en a un là, il y en a un là-bas. Il y a des chats partout, parce que j'adore les chats. Et du coup, je me suis éclaté. Je voyais qu'ils cherchaient un petit endroit où j'ai fait bon, bah allez, tiens, c'est parti, je vais m'éclater, je vais leur faire ça. J'ai un peu de matériel de côté. J'ai fait bon, bah allez, pourquoi pas. Dans cet espace, t'as fait quasiment. En fait, c'est que de la récup. Tout le bois vient de ton lieu, t'as tout fait toi-même. C'est ça. En gros, cet espace, il t'a vraiment quasiment rien coûté à produire, alors que c'est hyper fonctionnel, quoi. Le seul truc que j'ai pas récupéré, c'est les vis. C'est le seul truc que j'ai acheté, c'est les vis. Comment est-ce que tu fais pour doucher quand ça caille l'hiver dans ce mode de vie, quoi? C'est ça la question. Bah tu prends ta douche et après tu cours. Tu cours en espérant que tu as bien préparé ton poêle qui s'est pas éteint entre deux parce que... Donc là, bah, un petit système... Alors avant, j'avais ce gros tonneau là. J'avais celui-là. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est que l'été, vu qu'il est noir, tu as de l'eau limite trop chaude l'été. Donc vu que l'été, tu préfères te doucher à l'eau plutôt fraîche. Au début, il y avait ça aussi, mais bon, chauffer 200 litres d'eau pour une douche, c'est un peu gaspiller du bois. Parce que alors, du bois, pourquoi? Alors j'explique. Joe, tu peux te pousser s'il te plaît? Merci. Allez, va là-bas. Alors du coup, en fait, j'ai fait un système. Donc là, c'est un petit poêle. Et en fait, j'ai fait un système. J'ai fait serpenter un tuyau de cuivre à l'intérieur. Et après, bah, par thermosiphon, l'eau froide rentre par le bas, l'eau chauffe et ça ressort par en haut. Donc je mets du bois dedans. Et suivant la chaleur, si je veux quelque chose de très chaud, j'ouvre le tirage à fond. Et là, je vais avoir de l'eau très chaude, même des fois trop chaude, je suis obligé de rajouter de l'eau froide. Ça part dans le bidon, puis après, bah, avec une pompe en 12 volts. Donc là, pareil, bah, à l'intérieur, c'est des volets. Normalement, de base, des volets en plastique. Les eaux grises, elles partent dans le sol de la forêt. Alors ouais, alors les eaux, alors à savoir que je me nettoie qu'avec des produits non toxiques, déjà parce que j'aime pas ça. De deux, oui, même par rapport à la nature, on essaye de préserver le maximum, donc ouais, qu'avec des produits d'origine naturelle, limite même nos propres... ce qu'on fait nous-mêmes. Donc du coup, bah là c'est mon abri bois, un peu beaucoup de bois parce que bah, vu que de ma petite maison je suis passé à ma grande, bah, tu te doutes que bon bah le bois j'ai pas consommé la même quantité. Tu m'as dit que tu passais environ 3 stères et demi, enfin t'avais passé 3 stères et demi en tout cas l'hiver Dans dernier. cet hiver là dans la grande. Ok, cet hiver dans la grande, 3 stères et demi. Et par contre la petite que j'avais avant, donc la première qui est tout en bas, donc la première ça a été, je l'ai construit en 3 semaines parce que je voulais être le plus tôt possible et pouvoir rester à temps plein ici pour justement commencer à entreprendre tout ça en fait. Mais par contre ouais, celle d'en bas, un ster, j'étais tranquille pour l'hiver. Et du coup tout ton bois c'est le bois de ta forêt. Pour l'instant ouais, c'est le bois de ma forêt. Pour l'instant 100% autonome en bois, bon j'ai pas une grande forêt non plus. Donc ça s'épuise très vite. Donc là on descend vers l'endroit où tu as construit ta maison. Alors vraiment là on est dans les bois quoi, au milieu des arbres, tu as auto-construit ta propre maison. Alors tu en avais déjà construit une petite qu'on peut aller voir peut-être pour commencer. Donc celle-là tu y as passé 1 an et demi, 2 ans, c'est ça? Tu as vécu pendant 2 ans, dans la maison qu'on va voir. Dans ce petit truc. Ça c'est un truc de fou. Dans ce tout petit truc. Des fois je me dis t'es un malade. Ouais non mais mais tu sais que t'es pas le premier à me le dire en plus. Donc là du coup bah, c'est ma première petite cabane. Alors la terrasse est venue après. Alors au début il y avait que la maison. Donc là du coup c'est la petite maison. J'étais bête, j'aurais dû allumer l'électricité. Ok donc du coup bon bah faut se dire qu'ici bah, j'avais aménagé. Parce que bon là c'est pour l'instant c'est un petit endroit pour quand j'ai des amis qui viennent ils peuvent venir. Tu vois, mon gros magasinière ici, mon poêle qui était là.
J'avais un couloir. T'as vécu là pendant 2 J'ai ans. vécu Ah, là-dedans ouais. pendant 2 ans. Et alors, comment t'as fait là, on voit que des poutres en bois. Et entre les poutres en bois, comment t'as fait la construction? Alors au début, bah, j'avais vu 2-3 trucs sur internet avec la mousse. Et en fait, vu que j'en ai partout sur le terrain, j'ai dit bon bah tiens, je vais mettre de la mousse pour calfeutrer un peu les interstices entre les rondins. Et le problème c'est que bah j'ai pas pensé. C'est que la mousse, bah, plus ça vit, plus ça se rétracte. Et du coup, bah, le beau jour, il y a eu un peu de vent. C'est bizarre, j'ai froid. Alors que pour y tourner, c'est bizarre, je sens des courants d'air un peu partout. Puis bah, je me suis rendu compte que ouais, effectivement, j'avais des trous. Bah, c'est le lendemain matin, j'ai tout fermé, puis dans le noir total. Puis là, je voyais les trous, tous les défauts, tous les trous. J'ai fait ouais, effectivement, il va peut-être falloir que je trouve une autre solution. Et du coup, bah, j'ai fait un petit truc chaud, terre chaud et sûr de bois. Et écoute, pour l'instant, ça fait très très bien le travail. Il n'est pas isolé, sauf si ici il y a du foin hein, dans le toit là, dans le plafond il y a du foin. Il y a du foin. T'avais pas de problème de rongeur justement avec l'isolation foin dans le toit? Pas du tout. Ok. Méthode bien, c'est les chats. L'avantage, et puis les chats, à savoir que sur le côté de la maison, il y a un endroit où les chats peuvent passer pour aller sous le plancher. Et oui, et j'ai fait pareil dans l'autre maison, comme ça ils peuvent aller chasser sous le plancher et ça évite d'avoir des rongeurs. Ouais. Déjà, ça fait une aération. Ouais. Parce qu'il y a quand même une ouverture, et au moins les chats peuvent rentrer pour pouvoir les chasser en dessous. Ouais, t'as rien coûté en fait quasiment. Des vis. Ouais, Voilà, 50 euros quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, du coup, j'ai réaménagé pour faire une chambre d'amis. Voilà, donc il y a électricité, il y a internet, il y a tout. Fenêtre en plexiglas ici. Ouais, alors j'ai fait un Double vitrage, tu m'as dit. vitrage en plexi, ouais, pour justement m'isoler un peu du froid. Parce que c'est dans cette maison-là que j'ai vécu mes pires hivers en termes de froid. Donc du coup, voilà. Donc ça, ici, c'est ma première petite cabane. Et entre deux, bah, j'ai construit celle-là. Qui n'est pas terminée, j'ai encore toute la partie extérieure à faire. Mais l'intérieur est tout fait en fait. Tu me fais visiter? Allez, avec plaisir, vas-y, tu viens, monte. C'est trop mignon, mais t'as des petits chatons du coup. Ouais, j'ai des petits chatons, ils ont 3 semaines. Qui sont bien en avance, je trouve, pour 3 semaines. Toi t'adores les chats, c'est ce que tu me disais. Ah ouais, j'adore les chats, ouais. Donc bah là, c'est ma petite terrasse. Pareil que construit que bah, le sol, c'est des palettes, des planches de palettes. Ça, c'est du bois que j'ai récupéré sur mon terrain. Alors explique-nous un petit peu. Alors pareil, tu m'as dit que du bois de palette en fait. Du bois de palette. La structure, donc l'ossature, c'est des gros rondins que j'ai récupérés, enfin des arbres hein, carrément, hein, que j'ai récupérés dans la forêt, secs sur pied, bien sûr, pas du vivant. Et du coup, bah, j'ai fait ça comme ça, donc structure, ensuite palette pour faire toute l'ossature des murs, que j'ai garni comme un dingue de foin. Et ensuite, j'ai recouvert avec de la planche de palette. Donc tout ça, c'est des palettes que j'ai déclouées. Alors imagine le boulot que ça a fait. Donc cette maison, tu m'as dit que tu l'avais beaucoup construit seul et qu'à la fin, il y a quand même des amis qui sont venus t'aider. Parce qu'à la fin, franchement, j'ai eu un petit... À la fin, j'en pouvais plus. Tu nous expliques un peu comment t'as configuré, comment t'as pensé un peu l'espace? Alors l'espace, bon ok, réduit mais moins que dans l'autre déjà. Donc du coup bah j'ai fait ça comme ça. Donc bah tu vois, je te parlais de l'eau par gravité, tu vois, on va commencer par là. Donc là c'est l'eau qui vient directement de la source qu'on a pu voir tout à l'heure. Excellent. Donc là, vu que je suis plus bas que la source, et bien du coup j'ai l'eau par gravité. Avant de la boire, tu la filtres, ce que tu me disais? Ouais, je la filtre. On sait jamais. Je la filtre et si possible je la fais bouillir. Ok. Ouais. Travail, les meubles c'est pareil, c'est du bois de palette. Tout est du bois de palette. Franchement, hein, je vis comme on dit, hein, je vis ma best life depuis que je suis là. Ouais, vraiment. Et même des fois, je me pose des questions, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Alors là-bas, t'as un coin musique et jeux vidéo. Ouais, musique, jeux vidéo, ouais, c'est mon petit péché mignon, le jeu vidéo. Ça, donc, c'est incroyable. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que j'adore dans ton projet, c'est que à la fois tu vis dans la forêt, vraiment dans ta cabane, un peu loin en tout cas des grandes villes. Ouais. D'un côté, tu as un PC gamer, un des derniers PC gamer, et un super écran, un super clavier. C'est quoi? C'est une passion le jeu vidéo, c'est ça pour toi? Ouais, ça a été une passion et j'en ai fait peut-être un peu trop quand j'étais à Montpellier. Parce que bon bah je suis passé quand même, j'étais tellement à fond dessus que bah je suis passé à côté de certaines choses de ma vie, malheureusement. Mais bon, ça sera à refaire, je le referai. C'était aussi mon boulot, donc du coup voilà. Puis bon bah c'est vrai que le soir quand j'ai tout fini, quand je suis posé, c'est vrai que ça me permet de... les jeux vidéo, ça me permet de souffler un peu quand même, ouais. Souffler un peu, puis de passer un bon moment, jouer en ligne avec mes potes, mais voilà. Que quand vraiment j'ai tout fini. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Ouais, et là, ça. Tu vois, ça c'est mon temps repos. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est ton parcours. Tu m'as dit que tu avais été professionnel de BMX. Tu as aussi été développeur de jeux vidéo. Tu as quand même un parcours assez atypique, je trouve ça intéressant. Je continue un peu à développer mes petites heures perdues tranquillement. Ouais. On m'a dit, il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand j'étais à Montpellier, ouais, mais il va te manquer du confort, il va te manquer... Franchement, le confort, moi je trouve qu'il y est. Ouais, ça y est, c'est parti en petite bagarre.
Ils se battent les chats. Une petite bagarre de moumoune là. Ce que je dis, j'ai un endroit confortable pour dormir, j'ai l'électricité, j'ai de la chaleur, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me faire à manger. J'ai ce qu'il faut, minimum. Tu vois, j'ai ce qu'il faut, ça me va. T'es heureux. Carrément. Ah ouais, carrément que je suis heureux. Pour rien au monde, je retournerai en ville. Sa mère vit dans une cabane autoconstruite à un autre endroit du terrain, à seulement quelques dizaines de mètres de Ludo. Elle a installé une caravane à l'intérieur même de sa cabane en bois, chauffée par un petit poêle qui lui permet de dormir au chaud en hiver. Elle aussi a quitté la ville du jour au lendemain pour adopter un mode de vie différent, plus simple et plus connecté à la nature. Cette vie en autonomie les oblige à une organisation rigoureuse pour réussir à utiliser intelligemment les énergies, élever leurs animaux et garder un vrai confort de vie ici, au milieu de la forêt. Merci à Ludo et à sa maman de m'avoir accueilli sur leur lieu autonome. C'était un plaisir de vous partager à la fois leur histoire et à la fois les installations qu'ils ont mis en place pour tendre vers l'autosuffisance au quotidien. Moi, c'est Michael, le jeune paysan, et je traverse les micro-fermes à travers la France pour vous les repartager sur internet. Et je vous ai parlé en début de vidéo de MyHeritage qui me soutient dans mon travail. Si vous voulez retrouver des ancêtres, mieux connaître votre famille, ou tout simplement construire votre propre arbre généalogique, MyHeritage propose une interface ultra fluide. MyHeritage vous aide à retrouver vos proches grâce à une base de données de plus de 39 milliards d'archives historiques provenant du monde entier. En scannant ce QR code ou en cliquant dans le lien dans la description, vous avez 14 jours d'essai gratuit, alors profitez-en pour commencer à construire votre propre trésor familial. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Michael, le jeune paysan. Ciao ciao.